Moïse et le monothéisme est un livre qui a eu plusieurs titres, qu'on connaît sous différents titres. Le dernier en date, c'est L'homme Moïse et la religion monothéiste. C'est pas tout à fait par hasard d'ailleurs qu'il y ait une espèce de flou comme ça sur quel titre donner en français à cet ouvrage, parce qu'il faut dire que c'est un des textes de Freud qui a été le plus malmené dans le monde analytique et dans le monde de l'édition, sans parler du monde juif et plus particulièrement du monde des intellectuels juifs institutionnels. Donc c'est un livre qui a beaucoup souffert, mais probablement que s'il a beaucoup souffert, c'est qu'il a fait souffrir beaucoup de gens, et je vais essayer d'amorcer une réflexion sur ce qui pourrait en être la cause. Mais au préalable, un point sur le statut d'un livre comme celui-là, du statut qui justement se pose à l'intérieur même de ce que je viens de vous dire à propos du titre, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un essai, est-ce qu'il s'agit d'un roman. Freud parlait lui-même de son roman de l'homme Moïse. Est-ce qu'il s'agit d'une tentative d'histoire, d'une tentative de psychanalyse appliquée? Et si tel était le cas, par exemple, psychanalyse appliquée, encore faudrait-il qu'on se mette d'accord sur le sens que ça a. La psychanalyse appliquée, ça n'est pas, en tout cas, la psychanalyse appliquée comme une paire de baffes à un texte qui n'a rien demandé à personne. Ce n'est pas la psychanalyse sauvage faite sur des textes. En tout cas, quand c'est Freud qui pratique la psychanalyse appliquée. D'ailleurs, à propos de Freud pratiquant ce qu'on appelle la psychanalyse appliquée, par différence avec la psychanalyse clinique, je parlerai plutôt de psychanalyse impliquée. Car ce qui caractérise Freud, et notamment dans ce texte, c'est justement son implication. Il n'y a pour Freud de psychanalyse appliquée qu'à partir du moment où cela est l'effet, le travail qu'il fournit est l'effet d'une question qui est extrêmement vivace en lui et où il doit tenter, à partir de l'analyse d'un texte que d'une certaine façon il met en position d'analyste, le texte, il doit tenter de résoudre une question émotionnelle qui est la sienne. Vous pouvez prendre tous les textes connus dans ce registre de Freud, ils commencent tous par l'énoncé de ce pourquoi il est personnellement impliqué dans la question qu'il va tenter de résoudre, en parlant une fois de la guerre, en parlant une fois du Moïse de Michel-Ange, en parlant une fois de Léonard de Vinci, etc. Par exemple, dans le texte, les considérations actuelles sur la guerre et sur la mort, ça commence par le sentiment de sa désillusion sur ce que c'est que l'humanité, et partant de cette désillusion, il se pose la question de savoir quel type d'illusion avait été la sienne jusque-là. S'agissant du Moïse de Michel-Ange, il part du sentiment éprouvé devant la statue de Michel-Ange, et c'est pas par hasard évidemment qu'il s'agit de Moïse, du sentiment éprouvé dans la statue de Michel-Ange, du sentiment de terreur, de peur qu'il éprouve quand il est dans l'église de Saint-Pierre aux Liens, et c'est pour essayer de répondre à la question de pourquoi il a éprouvé cette terreur devant la statue qu'il va analyser la statue. Et s'agissant donc, je passe sur cette affaire, je pense qu'on peut y revenir tout à l'heure si vous voulez, mais en tout cas, retenez ceci, c'est que il n'y a pas de psychanalyse désengagée, du point de vue du psychanalyste, désengagée de l'objet qu'il traite. Et là, s'agissant de l'homme Moïse et de la religion monothéiste, plus que jamais. D'autant que, jusque dans les années 86, je crois, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on dispose de cette traduction-là, que je vous recommande pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est-à-dire la traduction Gallimard, jusque dans les années 86, on disposait d'une autre traduction Gallimard, qui avait ceci de très particulier, c'est qu'elle avait, à sa manière, annulé tout ce que je viens de vous dire, a priori. Puisque ça commençait par déposséder un peuple de l'homme qu'il considère comme le meilleur de ses fils n'est pas chose aisée. Point. Or, le texte disait, et il a été rétabli dans cette nouvelle traduction, enlever à un peuple l'homme qu'il honore comme le plus grand de ses fils
n'est pas une chose qu'on entreprend volontiers ou d'un cœur léger, surtout quand on appartient soi-même à ce peuple. Alors vous voyez que sur plusieurs choses, c'est très différent. C'est d'abord, c'est pas déposséder un peuple de celui qu'il considère comme le meilleur de ses fils, mais c'est le plus grand de ses fils, c'est pas le meilleur. C'est pas le même jugement. Et puis surtout, il y a cette fin de phrase qui a été annulée, surtout quand on appartient soi-même à ce peuple, d'où le titre que j'ai donné à ma présentation de ce matin, dont on peut se demander quelle a été l'intention du traducteur. C'est un traducteur d'après-guerre, c'est pas un traducteur d'avant-guerre, et pour cause, puisque le livre a paru quasiment au début de la guerre. Quelle était l'intention du traducteur du traducteur et de l'éditeur, quand il a supprimé ce morceau de phrase, surtout quand on appartient soi-même à ce peuple, qui est la phrase qui donne son sens au travail qui est fait. Autrement dit, cette censure, puisqu'il s'agit d'une censure quand même, aurait tenté d'une part d'effacer l'appartenance de Freud à la question qu'il soulève, peut-être même l'appartenance de Freud au judaïsme, mais surtout aurait tenté d'objectiver la réflexion que Freud lui-même n'objectivait pas, puisque lui disait c'est quelque chose qui est à la limite entre un essai et un roman, quelque chose qui a un statut incertain, une espèce d'objet un peu particulier dans le chemin de la psychanalyse, qui part d'une question qui n'est pas neuve, que déjà beaucoup de gens se posaient, et depuis la plus haute antiquité, Moïse était-il égyptien? Et si oui, qu'est-ce que ça peut faire? Et alors il va faire tout un chemin sur les conséquences que ça peut avoir que Freud soit dit égyptien, ou qu'on puisse en déduire qu'il est égyptien, et puis au bout du compte, il faut bien le reconnaître, il n'arrive pas à un résultat, il n'y a pas de résultat, c'est-à-dire on n'en sait pas plus sur qui est Moïse et sur d'où il vient, on a un faisceau d'hypothèses, mais surtout on a parcouru un chemin avec lui, un chemin méthodologique, et il y a le long de ce chemin, il y a certes de la pierraille et du sable, mais il y a aussi des pépites, et des choses qui, incidemment, comme ça, nous suscitent la réflexion et nous amènent à penser un peu ce qu'a été à la fois le statut de Moïse, ce que pourrait être le statut de Moïse, ce que pourrait être une lecture qui ne soit pas traditionnaliste ou religieuse du texte de l'Exode et des textes qui vont suivre, et aussi de ce que la psychanalyse peut éventuellement apporter à une réflexion sur ces questions délicates. Et notamment sur cette question sur laquelle je vais insister quelques instants, sur cette question, qu'est-ce que c'est, car c'est la préoccupation de Freud, qu'est-ce que c'est qu'être juif quand on n'est ni religieux ni nationaliste? Comme il le dit lui-même, qu'est-ce qui reste de l'être juif si on ne le définit ni par la religion ni par le nationalisme? Il connaissait les débuts du sionisme, et donc c'était une préoccupation tout à fait importante pour lui. Alors, de ce point de vue-là, beaucoup d'auteurs se sont interrogés sur qu'est-ce qui avait pu motiver, qu'est-ce qui avait pu fasciner Freud dans le personnage de Moïse, et on a eu toutes sortes de réponses, notamment, par exemple, que Freud se serait lui-même identifié à Moïse, qu'il aurait vu en Moïse un personnage qui était comme lui, celui qui allait proposer une éthique, et il le dit dans le texte, l'éthique, c'est la répression des pulsions. C'est comment contenir les pulsions. Et donc, il se serait, comme Moïse, peut-être en moins colérique, comporté comme un chef de peuple, emmenant les gens qui le suivaient ou qui voulaient bien le suivre vers une répression des pulsions au service de la sublimation, au service de la création, au service de l'invention. Mais, bon, c'est une hypothèse tout à fait pas fausse, enfin qui est sûrement intéressante, qu'on peut quand même nuancer par ceci, c'est que elle a la force de l'évidence. Par exemple, des historiens comme comment il s'appelle excusez-moi, Yerushalmi, ou l'autre historien de la psychanalyse américain Peter Gay, voilà, merci. Heureusement, je parle avec des savants. Parce que Peter Gay, par exemple, pour lui, c'est absolument une évidence que Freud essaye à ce moment-là de répondre du lieu où il s'identifie à Moïse. Et il cite différents textes. Bon. Mais il oublie, d'où la nuance, il oublie que, justement, au début du texte sur le Moïse de Michel-Ange,
Freud, parlant de la terreur qu'il éprouve devant la statue, ne s'identifie pas du tout à Moïse, il le dit en toutes lettres, vous pourrez aller regarder, il dit qu'il s'identifie à la masse des idolâtres que Moïse est en train de stigmatiser du vil peuple. Et il n'est pas du tout, à ce moment-là, fasciné par un reflet de lui-même dans l'image de la statue, mais terrorisé de ce qu'il sent d'obscur et d'infernal, au sens littéral, en lui, qui le ramène à cette identification plutôt au peuple. Donc c'est juste une nuance, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est juste pour dire que c'est un petit peu plus compliqué. Toujours est-il qu'au moment où Freud écrit Moïse et le monothéisme, comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez-vous pas, ça correspond à la montée du nazisme. Tout autour de lui, le nazisme est en train de prendre possession de l'Allemagne, un peu de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie, etc. Et ce qu'il est en train d'écrire à propos de Moïse, du Moïse libérateur, du Moïse étranger au peuple qu'il amène, qu'il conduit hors du désert, et nous allons voir quelle signification ça peut avoir, ce Moïse-là, d'une certaine manière, et presque à son insu, c'est ce qui est en train d'arriver à Freud lui-même. C'est-à-dire que lui-même, au moment, on pourrait dire, où il est en train d'achever son Moïse, doit quitter son pays natal, doit quitter l'Autriche, et doit émigrer en Angleterre, qui, à ce moment-là, apparaît comme une terre de liberté pour les quelques mois qui restent avant que la guerre se déclenche. Alors, quand il pose la question Moïse égyptien, on peut se dire, mais bon, après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Et surtout, on peut se dire, mais est-ce que c'est vraiment ça, la question? Et donc, je voudrais faire un petit saut en arrière, et ensuite, je reviendrai sur ce qu'a dit Shmuel tout à l'heure, enfin, sur la question qui est celle du jour, c'est-à-dire, est-on vraiment sortis d'Égypte? Mais qui ont? C'est-à-dire, est-ce que nous bizarre, mais enfin, nous les Juifs, est-ce qu'on est sortis d'Égypte? Et si nous, on en est sortis, est-ce que tous les autres sont sortis avec nous? Et quels sont ceux qui ne sont pas sortis avec nous? Et donc, est-ce qu'on est dans la situation de fréquenter des gens qui ne sont pas sortis d'Égypte, alors que nous, on en est sortis, et alors quelles conséquences ça a? Mais avant d'en arriver là, je reviens donc, quelle peut être la question de Freud? Et je pense que ce qui est intéressant, important chez Freud, c'est justement le fait qu'il y a comme une insistance de la question chez lui. Quand il se pose une question, il y a une insistance de la question, il ne se satisfait pas de réponse à la petite semaine, d'a priori, et ces questions qui sont tellement insistantes, on peut dire, elles insistent, comme il dira que le désir insiste et ne renonce jamais. Alors, quelle est la question? La question, c'est celle qu'il va poser dans une lettre que je vais vous lire, une lettre qu'il adresse aux Mnébrites, donc une association juive, comme vous savez, en 1926. C'est-à-dire, alors même que, pour autant qu'on le sache, à en croire notamment son biographe Jones, il n'a pas encore conçu le projet d'écrire Moïse et le monothéisme. Voici ce qu'il leur dit. Alors je passe sur les politesses pour en venir à l'essentiel. Le fait que vous soyez juif, dit-il à ses frères du Mnébrite, ne pouvait que me plaire, car j'étais moi-même juif. Et le nier m'a toujours semblé être non seulement indigne, mais encore franchement insensé. J'ouvre une parenthèse pour dire que, comme Moïse et le monothéisme est un livre dont certains juifs se sont servis pour dire qu'il exprimait la haine de Freud à l'égard du judaïsme, on peut entendre de façon prématurée dans ce texte que l'objet n'est pas pour Freud de dénoncer son judaïsme, ni même de renoncer à l'idée d'être juif, mais qu'il poursuit une toute autre question qui n'a rien à voir avec ce que certains détracteurs ont pu appeler la haine de soi, qui aurait été celle de Freud, notamment quand il a écrit ce texte. D'autant que c'est totalement absurde, parce que l'idée que Moïse était égyptien, comme on l'a entendu tout à l'heure, n'est pas une idée qui a germé toute seule dans le cerveau de Freud, et qu'il s'est trouvé des juifs patentés et diplômés du judaïsme pour exprimer exactement la même idée. Donc c'est un peu court, bon, mais je ferme la parenthèse. Donc,
l'idée de renier le judaïsme aurait été pour moi une idée franchement insensée. Ce qui me rattachait au judaïsme n'était pas la foi, je dois l'avouer, ni même l'orgueil national, car j'ai toujours été incroyant, j'ai été élevé sans religion, mais non sans le respect de ce que l'on appelle les exigences éthiques de la civilisation humaine. Chaque fois que j'ai éprouvé des sentiments d'exaltation nationale, je me suis efforcé de les repousser comme étant funestes et injustes, avertis et effrayés par l'exemple des peuples parmi lesquels nous vivons, nous autres juifs. Mais il restait, et c'est là le point important, il restait assez de choses capables de rendre irrésistible l'attrait du judaïsme et des juifs. Beaucoup d'obscures forces émotionnelles, d'autant plus puissantes qu'on peut moins les exprimer par des mots, ainsi que la claire conscience d'une identité intérieure, le mystère d'une même construction psychique. Le mystère d'une même construction psychique. À cela s'ajouta bientôt un autre fait. Je compris que c'était seulement à ma nature de juif que je devais les deux qualités qui m'étaient devenues indispensables dans ma difficile existence. Parce que j'étais juif, je me suis trouvé libéré de bien des préjugés qui limitent chez les autres l'emploi de leur intelligence. En tant que juif, j'étais prêt à passer dans l'opposition et à renoncer à m'entendre avec la compacte majorité. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent ce texte, voire éventuellement le connaissaient par cœur, mais il n'est pas mauvais d'y revenir parce que, d'une certaine façon, ce qu'il est en train de dire là, mis à part la question de la foi, pourrait s'appliquer totalement à Moïse. C'est-à-dire, si on pense que le contexte des préjugés auxquels il n'est pas soumis, c'est le contexte des préjugés de l'Égypte ancienne, tout ce qu'il dit là de lui, en 1926, c'est déjà ce qu'il va dire, sans l'avoir programmé, donc sans l'avoir calculé, ce qu'il va dire de Moïse quelques années plus tard. Donc de ce point de vue-là, on peut dire, oui, il y a non pas une identification, ou en tout cas, si c'est une identification, c'est au sens rigoureux de la psychanalyse, c'est-à-dire une projection de lui-même sur Moïse. Donc, ayant commencé par une identification de ce qu'il n'est pas en tant que juif, reste donc la question du reste, justement. Qu'est-ce qu'un juif, donc, qui ne se renie pas, mais qui n'a ni la foi, ni le sentiment d'une appartenance nationale? Eh bien, comme il le dit, c'est un homme qui reconnaît qu'il est agité par d'obscures forces émotionnelles, qui lui paraissent inexprimables en mots, ce qui, pour un psychanalyste, signifie que c'est dans l'inconscient qu'il faut rechercher ce qui fonde l'attrait pour le judaïsme, et qui, consciemment cette fois, fonde une identité intérieure, même si cette identité relève du mystère, assez bizarre quand même sous la plume de Freud, d'une même conception psychique. Alors c'est surtout ce dernier point qui va retenir mon attention, puisque, d'une certaine manière, Moïse et le monothéisme, ou l'homme Moïse et la religion monothéiste, va être une tentative de réponse à cette question. D'où vient ce sentiment émotionnel, producteur d'émotions, mais inconnu, jusque-là informulé, qui fait qu'il y a un lien obscur au-delà de la foi et au-delà de l'appartenance nationale, un lien obscur qui fait que les Juifs, qu'ils le sachent ou pas, qu'ils le veuillent ou pas, ont en commun quelque chose qui jusque-là est resté innommé. Alors, à cela, il faut répondre de différentes façons, et je vais essayer de dire quelle est la réponse qu'il apporte, lui. Je reviens donc à cette première phrase, et vous allez voir que ce que je viens de vous dire est littéralement repris dès le début dans Moïse et le monothéisme, puisque, au-delà de cette première phrase que je vous ai dit tout à l'heure, ça continue par... Donc, surtout quand on appartient soi-même à ce peuple, mais on ne s'autorisera d'aucun exemple pour repousser la vérité au profit d'un hypothétique intérêt national, et l'on est aussi en droit d'attendre de l'élucidation d'un réseau de circonstances un gain pour notre connaissance. Vous voyez qu'en quelques phrases, ça résume toute la lettre omnébrite, qu'entre 1926 et ce moment-là, finalement, sa question n'a pas varié, et qu'il va tenter, cette fois, non seulement de poser la question, mais
essayer d'y répondre. Alors, très schématiquement, quelle est la réponse? Sa réponse, c'est de dire le texte biblique, à partir du moment où, justement, on ne le lit pas avec les yeux de la foi, à partir du moment où on le considère comme un texte qui mérite une attention scientifique, scientifique voulant dire, sous sa plume, psychanalytique, apparaît comme une construction qui, de façon analogique, rappelle ou ressemble de très près au type de construction auquel, en tant que psychanalyste, il a été habitué dans l'étude des névroses et dans l'étude de certaines perversions. Ceci étant, évidemment, le raisonnement par analogie n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, et on l'a accusé, peut-être à juste titre, d'avoir un peu forcé les choses en ramenant à toute une histoire singulière d'un peuple, des éléments qu'il avait trouvés dans la clinique. Pour autant, il y a un fondement théorique, discutable ou pas, vous me le direz, il y a un fondement théorique à ce qu'il dit, c'est l'idée que l'histoire d'un être humain résume l'histoire de l'humanité. L'ontogénèse résume la phylogénèse. Et donc, s'il y a une particularité juive, et c'est là que, effectivement, tout d'un coup, il introduit quelque chose de nouveau, s'il y a le mystère de cette même construction psychique, ça veut dire que l'existence de chaque juif répète, à son insu, inconsciemment, répète l'histoire du peuple juif. Et c'est là qu'en entrant dans ce particularisme, on entre dans une question extrêmement délicate. D'abord, se pose la question de savoir s'il existe réellement une même construction psychique qui serait propre à tous les juifs, et ensuite, si tel était le cas, ce qui n'est pas encore démontré, si tel était le cas, se pourrait-il que cette construction psychique résume à elle toute seule l'ensemble de l'histoire du judaïsme? À l'appui de cet argument, qui est celui de Freud, bien que cet argument lui-même ne l'utilise pas, on pourrait dire que quand même, dans le rituel, tout est fait pour que, effectivement, dès la naissance, chaque enfant résume, en accompagnement de son histoire personnelle, toute l'histoire du judaïsme. C'est ce que tu disais de la mémoire tout à l'heure, c'est le récit de Pessah sur lequel je vais revenir, c'est le récit de la Haggadah qui fait que, de toute façon, on n'y échappe pas. Mais le contre-argument, pour être cohérent avec ce que dit Freud, le contre-argument, c'est que Freud ne dit pas que ce qu'il énonce là ne concerne que les juifs religieux, c'est-à-dire ceux qui pratiquent depuis la nuit des temps la Haggadah ou la mémoire vive du judaïsme. Ça concerne aussi ceux qui, comme lui, de son propre aveu, n'ont pas été élevés dans la religion juive et à qui pourtant ça aurait été transmis de quoi fomenter ou de quoi construire une identité particulière. Donc, encore une fois, c'est un petit peu plus compliqué. Ce sont des questions, ça peut être encore des réponses, mais ça nous met sur la voie de ce dont il s'agit. En tout cas, de ce qui le préoccupe. Alors, la réponse qui va être la sienne, et que vous connaissez peut-être si vous avez lu le texte, c'est Moïse qui crée le caractère juif. Alors, on pourrait s'en satisfaire, comme on pourrait dire, je sais pas moi, c'est Louis XIV qui fonde le caractère français, ou la Révolution française qui fonde le caractère français. Certains n'hésitent pas à le dire d'ailleurs. Mais est-ce que la réponse, c'est Moïse qui fonde le caractère énigmatique de la construction psychique du judaïsme? Est-ce que c'est une réponse satisfaisante? En tout cas, c'est la sienne. Et du coup, il se dit, mais alors, il faut aller voir ce qui se passe chez Moïse. Et donc, faire un portrait, non pas un portrait psychologique, mais un portrait psychanalytique, ce qui est très différent, c'est-à-dire comment s'est construit ce personnage, réel ou fictif, comment il a été construit. Et alors là, évidemment, il tombe sur ceci que cette réponse, c'est l'homme Moïse qui a créé le juif. C'est pas une réponse simple, et c'est pas une réponse propre à satisfaire par l'élégance de sa simplicité
celui qui se pose la question, parce que Moïse, Moïse c'est très compliqué. C'est historiquement très compliqué. C'est compliqué parce que d'abord, il y a la question de savoir s'il a existé ou pas. Il y a la question de savoir, au cas où il aurait existé, à quelle époque il a existé. Et il y a la question de savoir si on ne nous présente pas, sous les traits d'un Moïse, la condensation de ce qui aurait été deux Moïse. Et à cet égard, je remarque qu'une fois de plus, et ce n'est pas le premier colloque dans lequel j'interviens sur cette question, une fois de plus, on ne retient de ce que dit Freud que Moïse, l'Égyptien, en oubliant que justement, l'un des grands intérêts de la thèse de Freud, c'est qu'il y a un Moïse égyptien et un Moïse midianite, et que le Moïse auquel on aurait affaire dans le récit biblique serait la condensation, le résultat de la condensation et de la fusion des deux. Donc c'est pas qu'il est étranger, c'est qu'il est doublement étranger. Il est deux fois étranger au peuple qu'il conduit en dehors de l'Égypte. Donc, la chose est compliquée, mais surtout, c'est quand même l'aboutissement de son œuvre, d'une certaine manière, à Freud, quand il écrit L'homme Moïse. Surtout, ce qui va l'intéresser, c'est deux questions. C'est celle que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire, qui est sorti d'Égypte? Et deuxième question, comment est-ce que Moïse est mort? Et là, son parcours, son questionnement, rejoint à la fois des questions qu'il s'était posées au préalable dans Totem et Tabou, et des questions qui sont internes aussi au judaïsme, sur le mystère de la mort de Moïse. Mystère de la mort de Moïse qui renvoie d'ailleurs au mystère de sa naissance. Car il y a là toute une série de choses qui sont paradigmatiques de la coïncidence entre la pensée de Freud et la pensée des exégètes bibliques les plus avertis. Dans les deux cas, d'ailleurs, l'affaire est cernée par la mort. Mais pourquoi est-ce qu'il se pose la question de ce qui s'est passé autour de la mort de Moïse? Parce que je vous ramène au contexte. Le contexte, c'est la montée du nazisme, c'est les reproches qu'on fait aux Juifs, et sa manière analytique de répondre à ça, ce n'est pas de faire la psychanalyse des nazis, la psychanalyse des antisémites, même s'il va au passage dire deux ou trois choses sur la question qui ne sont pas sans importance d'ailleurs, mais il ne croit pas que ça puisse avoir quelque efficacité que ce soit sur les nazis eux-mêmes. La réponse psychanalytique, comme ce serait le cas par exemple si quelqu'un venait me voir en me disant « je viens vous voir parce que j'ai affaire à une bande de persécuteurs », s'il insiste un peu trop longtemps sur l'analyse de ces persécuteurs, il y aura un moment où je lui dirai « et vous ?» Eh bien, la réponse de Freud, elle est de cet ordre-là. Qu'est-ce qui se passe chez les Juifs qui fasse qu'ils soient l'objet d'une telle hostilité depuis si longtemps? Et la réponse est à chercher à la fois du côté de sa naissance et du côté de sa mort. Alors vous imaginez bien que dans les années 30, 36, 38 même, un juif qui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a chez les juifs qui fait qu'ils fassent l'objet d'une telle hostilité, pouvait passer presque pour un traître. Et les conseils n'ont pas manqué, qui lui ont été diffusés, de ne pas publier ce texte qui aurait pu apporter de l'eau au moulin de la cause antisémite. Mais comme il le dit dans le premier paragraphe que je vous ai lu, c'est un chercheur qui est animé par la vérité, et si cette vérité a des conséquences qui ne sont pas souhaitables, il est du côté de la science, c'est-à-dire, peu importe les conséquences, on ne renonce pas à la vérité, ou en tout cas à sa recherche, sous prétexte qu'elle nourrirait telle ou telle opinion chez telle ou telle personne. C'est assez précieux parce que on sait les dégâts que peut causer le fait de ne pas avoir cette éthique. Quand, par exemple, on a pendant des décennies, en France et dans d'autres pays occidentaux, couvert les crimes de Staline et les crimes du communisme, au nom du fait que même si on savait la vérité, il ne fallait pas désespérer Billancourt. Eh bien, Freud ne se pose pas la question de ne pas désespérer, même dans un moment de désespérance absolue. Ça peut paraître immoral, ça l'est peut-être, mais c'est immoral, mais c'est éthique. C'est une éthique qui est au-dessus d'une morale partisane et
un peu à courte vue. Toujours est-il que donc, il se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans le judaïsme? Qu'est-ce que c'est que cette constitution du judaïsme qui provoque un tel ressentiment chez les autres? Quelle est justement l'éthique qui pourrait être celle qui appartiendrait à cette même construction psychique qu'est le judaïsme? Quelle est cette éthique qui fait que les autres ne la supportent pas? Et alors, du coup, il est ramené à totem et tabou, c'est-à-dire à sa conception, à la fois à partir de la recherche historique ou ethnographique, et à la fois à partir de la recherche analytique, à cette conception du fait que chacun d'entre nous a affaire à la mort de celui qui a constitué le groupe, à la mort violente, au meurtre de celui qui a constitué, qui pourrait être un équivalent, si vous voulez, du père primitif. Qu'est-ce qu'il avance à partir de là? Il avance sans avoir l'air, justement, de le dire, il avance ce que c'est que le conflit entre le judaïsme et le christianisme. Et au fond, mon idée, c'est que l'homme Moïse et la religion monothéiste est le livre qui réfléchit le plus à ce qui oppose juifs et chrétiens, mais aussi à ce qui est dans une certaine continuation du judaïsme et du christianisme. Alors, quelle est son idée? Son idée, c'est que les Juifs ont tué Moïse, qu'ils ont fait disparaître les traces de ce meurtre, et qu'un certain Céline, par exemple, va trouver une petite trace hypothétique dans Osée de ce que peut-être les Juifs, en refoulant le meurtre de Moïse, savaient qu'ils avaient tué le Moïse en question. Mais ce qui spécifie les Juifs, ce n'est pas qu'ils aient tué Moïse, c'est qu'ils ne veulent pas le reconnaître, c'est qu'ils le refoulent totalement. Et ne voulant pas le reconnaître, il faut qu'ils s'attendent à ce que, comme le disait Lacan, ce qui est forclos du symbolique revienne dans le réel. Et ce qui revient dans le réel, c'est la mise à mort du Christ, religion du Fils. Seulement, alors ça c'est presque une banalité quand je vous raconte ça, mais ce qui est moins banal, c'est qu'on oublie de quoi ça s'accompagne chez Freud, cette affaire. Et ça concerne la sortie d'Égypte. Alors, pour ne pas le trahir, je vous lis un passage qui me paraît être un passage tout à fait central de ce livre tellement étonnant. Le judaïsme, pour ceux qui veulent des précisions bibliographiques, c'est page 179 de cette édition, le judaïsme avait été une religion du Père. Le christianisme fut une religion du Fils. Mais vous aurez remarqué, le début du livre, déposséder un peuple de l'homme qu'il considère comme le plus grand de ses fils, lui-même en fait aussi un fils. Alors, il y a tout un jeu dialectique là sur lequel je n'ai pas le temps d'approfondir, mais que je pourrais résumer en prenant modèle sur une plaisanterie de Freud qui rapporte dans Le mot d'esprit. De qui me parles-tu? Je te parle du Fils. Quand tu me dis que tu parles du Fils, tu voudrais que je croie que tu parles du Père, mais moi je sais que tu parles du Fils quand même, alors pourquoi tu mens? Donc, l'unique Dieu Père rétrograda derrière le Christ. Christ, le Fils, vint à sa place, de la même manière que dans ces temps primitifs, chaque fils en avait nourri le désir. Paul, le continuateur du judaïsme, devint aussi son destructeur. Il dut certainement son succès en premier lieu au fait que par l'idée de rédemption, il conjura le sentiment de culpabilité de l'humanité. Le sentiment de culpabilité de l'humanité, pour Freud, c'est le sentiment qui résulte justement du meurtre du Père. Il le dut aussi, au fait qu'il abandonna l'idée de l'élection de son peuple et son signe visible, la circoncision, de manière que la religion nouvelle put devenir une religion universelle englobant tous les hommes. Il se peut que son désir de vengeance personnelle ait aussi eu part à cette décision de Paul,
à cause de la résistance que son innovation rencontrera dans les milieux juifs. Il n'en reste pas moins qu'un des caractères de l'ancienne religion d'Aton fut aussi restauré, qu'une restriction, vous entendez bien ce qu'il dit, il n'en reste pas moins qu'un des caractères de l'ancienne religion d'Aton fut restauré, qu'une restriction qu'elle avait reçue en passant à un nouveau porteur, le peuple juif, se trouva supprimée. À bien des égards, et c'est là, à mon sens, le point central de la thèse, à bien des égards, la religion nouvelle constitua une régression culturelle par rapport à l'ancienne. La religion juive, l'ancienne, comme c'est d'ailleurs régulièrement le cas lorsque de nouvelles masses humaines d'un niveau inférieur font leur entrée ou sont admises quelque part. La religion chrétienne ne se maintint pas au degré de spiritualisation auquel le judaïsme s'était élevé. Elle n'était plus strictement monothéiste. Elle adopta de nombreux rites symboliques des peuples d'alentour. Elle restaura la grande déesse mère et trouva place pour accueillir un grand nombre de déités du polythéisme, reconnaissables sous leur voile, quoique réduites à une position subalterne. Surtout, elle ne se ferma pas, comme la religion d'Aton et la religion mosaïque qui lui fit suite, à l'intrusion d'éléments superstitieux, magiques et mystiques, qui devaient représenter une grave inhibition pour le développement spirituel des 2 millénaires suivants. Le triomphe du christianisme fut une nouvelle victoire des prêtres d'Amon sur le dieu d'Akhénaton, après un intervalle d'1 millénaire et demi, et cela sur une scène plus vaste. Néanmoins, le christianisme fut un progrès du point de vue de l'histoire religieuse, c'est-à-dire sous le rapport du retour du refoulé. À partir de ce moment, la religion juive fut en quelque sorte un fossile. Alors vous entendez que c'est extrêmement touffu et complexe. À la fois, il magnifie le judaïsme comme un progrès, comme il dira, un progrès de la vie de l'esprit. Sortir d'Égypte, c'était progresser, et il insistera longuement sur l'effet de l'interdiction des images, sur l'effet de l'interdiction de la représentation. C'est un progrès du point de vue de l'esprit, mais en même temps, dans le même temps, la victoire paulinienne du christianisme assure une régression qui, d'une manière assez paradoxale, est un progrès, mais cette fois non pas dans la vie de l'esprit, mais dans la vie des religions, un progrès qui va fossiliser le judaïsme. Alors, à la question que je posais tout à l'heure, et je m'arrêterai là, à la question que je posais tout à l'heure, sommes-nous sortis d'Égypte? La réponse de Freud est oui, nous avons tenté de sortir d'Égypte. Oui, peut-être le judaïsme est-il sorti d'Égypte. Oui, la sortie d'Égypte assure au peuple juif une même structure psychique, mais avec le judaïsme et avec son prolongement chrétien, tout le monde n'est pas sorti d'Égypte. Car il y a quelque chose dont on oublie de parler quand on parle d'histoire en général, c'est-à-dire on parle toujours du progrès, mais il y a la régression. Et ce qui est stupéfiant dans le texte de Freud, à mon sens, c'est que c'est la régression qui l'a emporté sur le progrès. Et que la régression l'ayant emporté sur le progrès, il y a là d'ailleurs quelque chose qu'il a l'air de considérer comme définitif, c'est-à-dire que c'est même pas la peine de continuer à se battre, il suffit juste de rester dans sa position, dans ses schémas. La régression l'a emporté donc sur le progrès, et cette régression a fixé les choses de telle manière qu'aujourd'hui encore et pour toujours, je crois qu'on peut le dire comme ça, c'est la religion qui l'emportera sur la raison.